Alors, une année sous coronavirus, une année sous confinement et une année sous flux continu d'avis d'experts, de décisions, de contre-décisions. Je crois que c'est ce que nous avons tous vécu depuis quelques mois et une sorte de tango à deux entre le décideur ou les décideurs et les experts. Alors, comment bien décider et comment bien travailler avec des experts? Alors, c'est une question que je vais poser à Philippe Zilberzan, qui est donc professeur à l'EM Lyon en stratégie et en entrepreneuriat. Bonjour Philippe. Vous avez réfléchi à cette question et vous avez même proposé 4 règles aux décideurs, alors qui peuvent être des décideurs politiques, mais aussi des décideurs économiques, des chefs d'entreprise. On prend toujours des décisions. 4 règles pour bien travailler avec les experts. Alors peut-être en préambule, qu'est-ce qu'un expert? Alors voilà. Ou une experte, on va mettre au masculin, sûr, mais tout ça peut se mettre au féminin. Un expert ou une experte, c'est quelqu'un qui a un stock de connaissances et donc qui est nécessairement l'homme ou la femme du passé, d'une certaine façon. L'expert, c'est quelqu'un qui va vous dire une épidémie en 1918, voilà ce qui s'est passé, ou quand il y a un phénomène économique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a de la connaissance et la connaissance se réfère forcément au passé. Et le corollaire, c'est qu'en environnement nouveau, et ben voilà. Il ne sait pas. Exactement. Donc, si on est dans une situation dite continue, c'est-à-dire que le futur est de la continuation du passé, la connaissance de l'expert est pertinente parce qu'il va vous dire, quand on visse le boulon comme ça, il va se passer ça, et donc, si ça continue à jouer, là, l'avis de l'expert est pertinent. Là où ça devient effectivement compliqué, c'est en situation d'incertitude, donc effectivement, comme on l'a vécu ou qu'on le vit encore avec la Covid, c'est-à-dire une situation qui se développe, donc avec de multiples facteurs d'incertitude, c'est-à-dire qu'on est avant tout confronté à de la nouveauté, des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, il y a eu des épidémies, mais elles n'ont jamais été comme celles qu'on vit en ce moment. Et donc là, il y a un risque, c'est de penser que le futur va être une continuation du passé. Et donc là, il y a un risque que l'expert, en fait, prenne ce biais et se trompe. Voilà. Alors, 4 règles pour le décideur. Voilà. Donc, on est confronté à la nouveauté et donc à la complexité. Donc, la première règle, c'est presque une évidence, mais c'est le décideur qui décide et pas l'expert. Alors, ça joue beaucoup en France où régulièrement à la télévision, on a des médecins qui viennent nous dire « voilà ce qu'il faut faire ». Alors, c'est très utile puisqu'ils ont leur regard de médecin, mais d'abord... C'est valable en foot aussi. C'est absolument valable on n'a en pas football. Que le cas absolument, voilà. Donc, je connais moins le foot, donc j'ai moins m'aventurer. Mais donc, d'abord, sur la complexité, on va avoir besoin de nombreux experts. Il faut des épidémiologistes, des urgentistes, mais aussi des professeurs des écoles, puisque ça concerne les enfants, des pédiatres, etc., etc. Donc, c'est le décideur qui décide. Voilà, le décideur ou la décideuse se trouve face à des experts qui vont lui donner des avis, mais des avis de leur point de vue. La grande différence, c'est que celui qui prend une décision va devoir trancher entre des conflits. On l'a vu, on le voit encore aujourd'hui, entre l'économie ou la santé. Vous avez d'un côté des médecins qui, avec de très bons arguments, vous disent « il faut faire un confinement total ». D'accord ? Et puis vous avez d'autres experts, notamment des économistes, mais aussi des psychologues, qui vous disent si on fait un confinement total, peut-être qu'on va bloquer la propagation, mais on va faire des dégâts à l'économie et à la santé des gens qui vont être également extrêmement sérieux. Donc il y a un conflit entre les deux. Les deux ont raison de leur point de vue. Et le rôle du décideur, c'est de dire « je vous ai entendu », et donc à partir de là, je décide de faire un confinement ou un demi-confinement ou pas de confinement. Mais avant d'entendre, vous dites deuxième règle, il doit poser des questions, et même des questions idiotes. Voilà. Alors, évidemment, très souvent, le décideur ou la décideuse, c'est un généraliste. C'est quelqu'un qui peut faire l'ENA ou qui a fait une école de commerce, ou en tout cas qui n'est pas par définition expert du domaine. Quand vous êtes président de la République, à 13h, vous avez quelque chose sur la situation au Mali, à 14h, c'est le Covid, à 15h, c'est le budget, à 16h, c'est les banlieues. Donc, vous ne pouvez pas être expert de tout ça. Donc, vous allez, à un moment donné, devoir parler aux experts, et par définition, ils en savent beaucoup plus que vous. Et la seule arme du généraliste, c'est de poser des questions, et effectivement, des questions qui peuvent sembler idiotes, parce que c'est là qu'on va découvrir que l'expert vous a pas dit telle chose ou telle autre. Parlez-moi comme un enfant de 5 ans, ou même un labrador. Exactement. C'est la fameuse phrase. C'est exactement ça. Il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule, parce que... on peut susciter d'ailleurs des idées. Voilà.
Exactement. On a tous fait l'expérience où, à un moment donné, on a osé poser une question stupide, et après on s'est dit, finalement, elle n'était pas si stupide que ça. Parce qu'on a décroché un truc auquel les experts n'avaient pas pensé. Alors, la troisième règle, c'est on ne prend pas une décision sur la base de calcul, mais sur la base du jugement. Voilà, parce que, encore une fois, dans une situation incertaine, encore une fois, la Covid est un bon exemple, c'est une situation qui se développe depuis des mois et des mois et des mois, et donc il y a énormément d'incertitudes sur tous les aspects, l'économie, la santé, la psychologie, l'école, etc. Donc, de toute façon, on a très peu de données. On a vu que même sur des données basiques qui sont le nombre de gens qui ont été positifs, les variants, etc. Même là, on a du mal à avoir des données. Alors, sur des décisions plus complexes comme faut-il confiner ou pas, est-ce que le confinement marche ou pas, est-ce que les masques marchent ou pas, on est encore aujourd'hui en train de ne pas être d'accord sur il faut pas. Donc, le calcul ne peut pas être la base de la prise de décision, et donc tous les modèles de décision qu'on nous enseigne à l'école sur tu regardes les données puis tu calcules la meilleure décision ne peuvent pas fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les données. Les données vont être un élément sur la base desquels on va décider, mais ce qui va rester, c'est un jugement, c'est-à-dire une décision subjective et circonstancielle. À un moment donné, le décideur ou la décideuse va dire, voilà, j'ai les éléments d'information et voilà ce que je vais décider. Et la quatrième règle, donc, c'est l'idée aussi que la décision, vous le disiez déjà un peu, c'est un processus créatif et qu'on n'a pas que des options préexistantes. Voilà, c'est fondamental. Dans le dialogue, justement. Exactement. Voilà. Encore une fois, parce qu'on est face à une situation qu'on n'a jamais vécue, les solutions n'existe très très probablement pas. Alors on va prendre des bouts de solutions, mais l'enjeu pour le décideur, c'est d'aller générer des solutions originales. Et donc de se sortir de « Ah, monsieur ou madame, vous avez 3 options A, B, C », de dire « Ah, je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'on pourrait peut-être explorer et faire C2, C3, un mélange de C et de A, etc. » Alors, on a beaucoup pris l'exemple du Covid, qui est très actuel, mais c'est valable dans l'entreprise. Et vous me citiez le cas de Louis Schweitzer et de Dacia, par exemple. Oui. Alors, le chef d'entreprise, le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise est dans la même situation. Il ou elle est confronté à des situations très complexes, a évidemment des experts, des financiers, des ingénieurs à sa disposition, mais la situation est la même. Il y a de l'incertitude, les données sont très vagues, ambiguës et en tout cas très partielles. Il faut exercer son jugement et donc il faut aller créer des options et surtout ne pas, encore une fois, se fier directement à l'avis des experts. Donc l'exemple de Louis Schweitzer, c'est que il a dit un jour, quand j'ai voulu lancer Dacia à la fin des années 90, le département financier m'a démontré que Dacia ne gagnerait jamais d'argent. Alors quand on sait ce qui s'est passé après, on voit évidemment la limite de l'avis, mais ce qui est très important, c'est pas que le service financier avait tort, c'est que la façon dont la décision a été prise, je vais citer Alain. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alain disait, l'important, c'est pas la décision que vous preniez, que ça soit la bonne. L'important, c'est que de faire en sorte que la décision que vous avez prise devienne la bonne. D'accord ? Et donc, si on se lance dans Dacia, la question, c'est comment va-t-on faire pour que ça gagne de l'argent ? Donc là, on a aussi tout le domaine de l'action, et on revient à cette idée que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que tout ça est un processus. Et donc la décision en incertitude, c'est pas je décide et puis tout est terminé, c'est en fait j'engage un processus que je vais pouvoir continuer à modeler et à modifier. C'est important à entendre parce que ça reste quand même difficile à entendre oui, quand on est face à absolument. On a l'impression qu'on doit choisir dans des options de façon statique, alors qu'en fait, et c'est là qu'on peut mobiliser le champ aussi de l'entrepreneuriat, parce que la décision est un processus créatif. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi de gérer des entités. C'est qu'on n'a pas juste j'appuie sur un bouton et puis après je m'occupe plus de rien. Ça, c'est un modèle très cognitif de la prise de décision qui a été très mis en avant ces dernières années. Mais en fait, on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un processus non seulement créatif, mais aussi collectif. C'est une co-création pour faire que ça marche. Voilà, donc danser la valse plutôt que le tango. Exactement. Merci Philippe de cet échange.